Je pense qu'il faut avoir une roadmap claire de ce que tu veux faire en termes de protection, mais il faut pas être protectionniste. Ta relation client, elle est pas copiable. La confiance qu'ont les gens envers toi, moi mes clients qui m'appellent parce qu'ils sont pas rassurés, qu'ils peuvent me faire confiance, etc. Bah ça c'est quelque chose qui est pas copiable. C'est bénéfique de pas avoir les barrières. Alors moi j'ai pas de barrière hiérarchique, je veux aller parler au directeur de Trucmuche, j'y vais. En fait, il faut voir que se protéger, c'est pas que juridique, c'est finalement que si t'es le premier sur le marché et que t'es le meilleur, ben c'est une façon aussi de te protéger. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. Ils sont entrepreneurs, avocats, chargés de valorisation mais bien plus encore, et ce sont eux qui tous les jours construisent l'écosystème Health Tech français. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Ces échanges seront aussi l'occasion d'obtenir des conseils concrets, des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce bel écosystème. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Bonjour Nancy, bonjour Louane. C'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur le podcast parce que je suivais vos aventures depuis que je vous avais vu passer sur Qui veut être mon associé, et je dois dire que vous êtes un petit peu un ovni dans le paysage entrepreneurial Health Tech français. Donc j'ai plein de questions à vous poser, j'espère que vous êtes prêtes. Et la première, ça tombe bien parce que je vois derrière vous une carte de France. Est-ce que vous pouvez me dire depuis quelle ville vous travaillez ? Ça va me permettre de vous situer sur ma fameuse carte des entrepreneurs Health Tech français. Donc nous c'est CEO Twins Paris, donc comme notre nom l'indique, on peut pas trop se cacher, on est au sud de Paris et on travaille avec des établissements de santé un petit peu partout en France. Donc, Et quel est votre parcours avant d'avoir lancé Studio Twins et après Maze, duquel on va parler juste après ? Nancy et moi, on est toutes les deux designers industriels en textile, donc avec vraiment depuis le départ une forte appétence pour l'innovation textile et notamment l'intégration d'électronique dans les supports souples. Et être designer industriel, c'est quoi ? C'est être vraiment très à l'écoute de son client, de son public, de son utilisateur et formuler des propositions, des solutions qui sont vraiment au plus proche de ses besoins. Pertinentes et viables en fabrication. Donc voilà, c'est ça. Et donc voilà, et donc dès nos débuts, on s'est rapidement intéressé aux problématiques de santé, de handicap qu'on a souhaité résoudre grâce à nos compétences en design industriel. D'accord, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire toutes les deux les mêmes études de designers industriels ? C'est vraiment les textiles innovants qui nous faisaient rêver depuis longtemps. On avait en tête quelque chose proche de la science-fiction. Et puis en fait ça s'est réorienté vers la santé petit à petit, mais c'est vrai que le textile c'est quelque chose qui nous parle à toutes les deux. C'est un médium, c'est quelque chose de très sensible qui est proche du corps et on peut réaliser énormément de choses avec. C'est finalement si on fait lien avec la santé, c'est la première enveloppe qui protège le corps. Et puis c'est la première enveloppe qui protège le corps, et donc du coup par le textile on a la possibilité d'en être très proche et de pouvoir justement avoir une action dessus. En fait c'est un peu un lien logique. C'est ce qu'on voit avec les textiles connectés, en fait, c'est de pouvoir via la technologie diffuser ou capter des choses sur le corps ou du corps finalement au plus près de là où il est. Donc quand on regarde tout ce qui est les t-shirts qui captent les fréquences cardiaques, la sudation, etc., on pourrait pas le faire si bien et si naturellement que si on n'était pas sur un t-shirt qu'on porte sur soi sans y réfléchir. Et diffuser, dans notre cas, puisqu'on capte pas des choses mais on diffuse des choses, finalement c'est en diffusant au plus près de la personne que on maximise l'impact sensoriel qu'on va avoir du coup nous sur le patient. Donc en fait ça a beaucoup de sens finalement de faire appel au textile, et
Enfin, le lien s'est fait assez facilement, nous venant de cet univers. Aussi avec d'autres outils d'approche sensorielle, ce sont des outils ou des espaces qui sont aménagés. Mais nous, avec le textile, on apporte une approche sensorielle qui est directement sur le corps et possible sur le corps du patient, et qui nous permet aussi du coup un enveloppement dans les stimuli. Donc c'est vrai qu'on a ce bénéfice-là. Donc justement, on va y venir. Qu'est-ce qui vous a fait le déclencheur pour lancer Maze, votre plaid connecté? Ça fait à peu bientôt 9 ans qu'on s'intéresse en fait aux rencontres entre justement le potentiel de cette technologie, les textiles connectés et le domaine de la santé. Donc au fil de ce temps-là, on a accumulé beaucoup d'expérience dans la mise au point, la R&D, le prototypage, la conception de solutions de textiles connectés pour différentes problématiques de santé. Donc c'était à la fois monter des partenariats dès le début avec des orthopédistes en se disant comment est-ce que nous qui concevons des nouveaux matériaux plus pratiques, nous qui savons concevoir des vêtements adaptés aux morphologies des personnes déformées, etc. Finalement, on est allé à la rencontre de certains prothésistes. On a fabriqué des éléments, des collections avec eux pour faciliter le port de l'orthèse, faciliter l'acceptation d'un appareillage qui était lourd, par exemple pour les jeunes enfants. Après, ça a été de créer des partenariats type qu'est-ce que ce serait le casque anti-bruit du futur? Est-ce que ce serait pas une écharpe que je mets sur moi et que j'active pour les personnes qui sont hyperacousiques? Comme on voit, il y a de plus en plus de pollution sonore, donc ça peut être des questions de santé publique comme là. Ça a été, on a travaillé aussi en prestation pour des startups à Stockholm, en Bulgarie, en France, justement sur de l'intégration par exemple de capteurs dans des t-shirts connectés pour mieux prévenir les pathologies du dos. Donc en fait, mieux connaître la posture du dos pour, avec les médecins, prescrire des exercices adaptés. Et si finalement, en cumulant toutes ces expériences-là, que naturellement est venue du coup l'idée de créer Maze, finalement notre propre contribution. D'accord, parce que je voyais dans une interview précédente de vous deux qu'il y avait aussi un rapport peut-être avec le fait que vous soyez occupé de votre grand-mère. Est-ce que ça a été aussi déclencheur? C'est les deux raisons en fait. C'est les expériences pro, comme je le disais là, et à la fois moi personnellement j'ai été patiente à mon tour puisque j'ai dû être dans un processus d'orthèse, de moulage, de corset, etc. Pendant pas mal de temps, et on voit rapidement que j'ai eu de la chance de guérir, mais qu'au quotidien il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites mieux. C'est finalement comme ça qu'on a rapidement commencé avec ces constats-là à faire des choses dans le secteur du handicap. Et en parallèle, oui, on s'occupait de notre grand-mère qui était donc une personne âgée, fragilisée au domicile. Et c'est vrai que de vivre le quotidien d'une personnalité, d'organiser les hospitalisations à domicile, de se dire comment est-ce qu'on fait pour qu'elle perde le moins d'autonomie possible, pour la stimuler, le quotidien des aidants et le quotidien finalement des infirmiers. En fait, le fait de vivre tout ça, ça donne forcément des idées. Et quand nous, on sait créer des solutions techniques qui peuvent y répondre, on a cette capacité-là, en fait, entre guillemets, l'alchimie se fait. Donc du coup, tu me fais faire la transition automatique. Comment ça fonctionne, Maze? Comment fonctionne votre plaid? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors déjà, je tiens à le dire, au-delà d'un plaid, c'est une approche. Parce qu'un outil sans approche et sans méthode, il risque pas de se passer énormément de changements. Et nous, c'est du changement qu'on veut impliquer. Donc, je dirais plus que c'est l'approche Maze. Notre vision, c'est de permettre de rendre accessible les bienfaits du multisensoriel de façon beaucoup plus large et beaucoup plus pérenne dans les établissements de santé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de thérapies multisensorielles qui fonctionnent bien. On peut parler du secteur du handicap, on peut parler des EHPAD avec les approches, tout ce qui s'est fait en thérapie non médicamenteuse, on peut parler de certains hôpitaux. Il y a des choses qui sont faites, mais pourtant, on n'y a pas accès aussi facilement qu'on en aurait besoin. Et donc, quand le patient ou le résident en bénéficie, globalement, ça lui fait du bien. Pourtant, aujourd'hui, il y a plein de barrières. Donc, que ce soit des outils trop compliqués à utiliser, on ne sait pas les démarrer, on doit aller les déplacer, les chercher dans l'établissement, la personne qui est formée est pas là. J'ai été formée il y a longtemps, je me rappelle plus. C'est tous ces petits freins qui sont entre guillemets un peu bêtes, excusez-moi du mot, qui font qu'en fait on peut pas y faire accéder les patients aussi facilement. Donc l'idée du plaid, c'est de mettre ces technologies-là multisensorielles dans un outil, un seul, et qui soit hyper simple d'utilisation pour permettre à tous les professionnels, qu'ils soient soignants, pas soignants, comme ça en un claquement de doigts, de pouvoir mettre à disposition quelque chose qui va apaiser le patient. C'est pour ça que du coup
C'est fort de sous ces moments passés sur le terrain où on a pu noter en fait finalement tous ces freins et on s'en est doté pour concevoir notre produit et en y répondant en fait. Donc c'est pour ça qu'on a conçu une solution qui est vraiment mobile, qui est autonome en énergie, j'ai envie de dire, et qui va venir, qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quel endroit de l'établissement sur différents types de patients, de jour, de nuit. En fait, on a voulu concevoir un produit qui soit vraiment flexible dans ses potentialités pour les différents patients, mais aussi dans son utilisation pour le soignant, le rendre le plus facile. En fait, on veut que ce soit une lettre à la poste. On veut que ce soit utilisé tous les jours, et pour que ce soit une lettre à la poste, en fait, il faut réfléchir vraiment à la conception d'une autre manière. Et donc pour bien comprendre, ça s'adresse à quel type de pathologie, à quel type de patient, à quel type de crise? L'ambition de Mace, c'est de permettre aux soignants de mieux prévenir et mieux apaiser une pluralité de symptômes comportementaux, de légers à aigus. Donc, pour te donner des exemples concrets, ça peut être un enfant autiste, ça peut être un adulte infirme moteur cérébral, polyhandicapé, plurihandicapé. Ça peut être une personne qui est internée dans un service d'urgence psychiatrique. Ça peut être des enfants qui font des crises, par exemple dans une maison d'enfants à caractère social, ils ont vécu un choc traumatique, du coup il y a beaucoup de crises. Et ça peut être ce pourquoi aussi on nous connaît, les fameuses maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, qui occasionne aussi de l'anxiété, de l'agitation, de l'agressivité. Donc on travaille dans le champ de l'autisme, du handicap, de la psychiatrie et des maladies neurodégénératives, et depuis plus récemment le champ de l'aide sociale. Donc j'allais rebondir justement sur cette réponse. Combien de temps dure une crise en temps général, et combien de temps dure une crise avec l'approche Maze? C'est bien parce que c'est la question qu'on pose souvent, et on peut pas dire une crise dure tant. C'est-à-dire il y a tellement de patients, d'état de la maladie, d'évolution, de la façon dont on va le prendre en soin. Il y a tellement de paramètres, en plus sur tous ces publics-là. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le chiffre qu'on observe humblement, mais qu'on observe depuis plusieurs années, depuis qu'on a commencé dans les EHPAD en 2016, c'est de se dire qu'il y a des soignants qui mettent entre 1 et 4 heures par jour à trouver comment apaiser un résident. Et que régulièrement, pendant les séances qu'on mène, le patient est apaisé durant la séance. Donc la séance dure 20 minutes. Le patient s'apaise au début, souvent au milieu, donc au bout d'une dizaine de minutes, ou parfois à la fin de la séance. C'est un chiffre qui varie, il faut être honnête, on fait pas une baguette magique, mais c'est un chiffre qu'on récolte et qu'on surveille de façon très partagée dans les dizaines et les dizaines d'établissements qu'on a équipés. D'accord, tu disais que c'était une question qu'on vous posait très souvent. Je pense que c'est normal, à chaque personne elle a envie de savoir directement l'impact que ça va avoir, et donc c'est vrai que c'est assez frappant de voir cette différence-là. Et quelles sont les fonctionnalités que vous mettez au sein de la couverture? Donc il y a plusieurs programmes multisensoriels qui sont déjà préfaits. Encore une fois, parce que je sais, les soignants, des fois, ont la crainte de déjà pas beaucoup de temps, et la crainte de faire entre guillemets un faux pas, donc des fois ils osent pas utiliser Donc là on s'est dit avec eux, on va préfaire des séances sensorielles. Donc il y a des thématiques, et t'as juste à choisir une thématique, le bord de mer, la balade dans la forêt, le soir au coin du feu. Il y a des thématiques qui parlent, qui font appel à l'imaginaire du patient, et ça aussi, ça permet de vraiment pouvoir focaliser son attention et qui s'apaise. Et donc, dans chaque thématique, tu vas à chaque fois faire jouer des animations musicales et lumineuses qui sont coordonnées, et selon ce qui fait sens, de la chaleur ou de la vibration, avec différents types de chaleur, différents types de vibrations. Et donc, voilà, il va y avoir toujours des stimulations qui vont se succéder dans la séance pour maintenir l'attention de la personne. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et que le soignant ensuite va pouvoir ajuster aussi, parce que chacun a des sensibilités différentes, donc on peut ajuster. Et donc du coup, en fait, l'ensemble de ces simulations, elles sont diffusées au sein du PLED, qui lui-même présente un paysage qui va être vraiment un paysage, une image relaxante en fait, pour faire écho à ce qu'on perçoit dans les programmes de relaxation. Mais aussi il y a de la stimulation au niveau visuel dans le produit et tactile, avec du coup avec le PLED et son graphisme, les matières qu'on y a apposées dessus, qui sont choisies assez précisément pour stimuler le toucher. Et donc, tout est conçu, faut savoir, avec les psychomotriciens qui sont dans notre équipe, et testé dans les établissements de soins avant d'être chaque nouvelle version qu'on sort avant d'être mise en production. Tu viens de lire dans mes pensées, parce que j'allais poser la question du développement du produit. Et ce qui m'intéressait, c'est que vu que vous traitez quand même un panorama assez large de thérapie, de pathologie, est-ce que c'est un PLED par pathologie, ou est-ce que c'est un PLED
générale, une approche générale? En fait, du même concept de l'enveloppement sensoriel, on le décline selon les patients. Par exemple, en EHPAD, il y a le modèle sur lequel standard, on va dire. Et puis là, on a des demandes sur des hôpitaux pédiatriques, donc il y en a un plus petit. Pour des adultes, par exemple, en foyer d'accueil médicalisé, soit la personne est plus corpulente, soit elle a un fauteuil roulant, donc on en a fait un plus grand pour que ce soit bien enveloppant. Et puis en psychiatrie, il y a besoin d'être très très contenu. Et nous, là où on est appelé en psychiatrie, c'est jouer le rôle de, comment dire, avant la médication, avant la contention chimique ou physique, c'est d'avoir un outil qui soit suffisamment enveloppant et apaisant comme first step avant de passer à des choses lourdes. Et donc là, on a besoin quand même de quelque chose qui est beaucoup plus englobant, etc. Donc on a changé la forme. Ouais, je reprends la casquette de responsable produit. Donc là, on va sortir justement le mois prochain cette version de Maze Cap. En 2021, on a sorti le Maze Horizon, donc avec le paysage dont on parlait tout à l'heure. Et là, on va plus loin. Et le mois prochain, là, en juillet, on sort le Maze Cap, qui reprend cet horizon, mais dans un produit beaucoup plus grand, beaucoup plus enveloppant. Si je peux faire une image, ce serait un peu, c'est une cape avec une capuche et qui diffuse et qui enveloppe. D'accord, donc à chaque fois vous avez les retours des praticiens qui vous donnent les pistes sur lesquelles vous orienter? C'est ça. On a toujours avancé de cette manière-là, en aller-retour et en itération pour faire évoluer le produit. Donc c'est ce qu'on continue de faire en fait, et on est vraiment à l'écoute des besoins, et c'est en fonction des besoins qu'on nous fait. Si on a suffisamment de retours sur tel et tel développement, et ben on sort la version. D'accord, et donc aujourd'hui, qui sont vos clients? Sur le secteur du handicap, ça va être des foyers d'accueil médicalisés, des foyers de vie, des maisons d'accueil spécialisées, donc femmes, masses, foyers de vie, des EEAP, ensuite des EHPAD, des soins de suite et réadaptation, des accueils de jour, l'accueil de jour Alzheimer. On a un petit peu de soins à domicile, de SIAD ou d'aide à domicile. Un petit peu de cabinet libéral. Un petit peu de cabinets libéraux. Là, comme je disais, plus récemment dans l'aide sociale, donc c'était des foyers d'accueil d'urgence mère-enfant ou des maisons d'éducation spécialisées. Et en psychiatrie, du coup, hôpitaux psychiatriques de jour, pavillons d'urgence, donc pavillons d'arrivée. Et après, on a quelques trucs plus rares, quelques services d'oncologie, plutôt pour de la détente du patient. Donc là, il n'y a pas de symptômes comportementaux lourds, mais plus de la détente, l'accompagnement de la douleur. Et quelques services de soins palliatifs aussi. Ok, donc là maintenant la question un peu à 10 000 $, combien coûte la solution? Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot par rapport à ça. Je vais te répondre sans te répondre, mais il n'y a pas une solution. On n'est pas un catalogue. On fait la démarche de vraiment construire un projet en bonne intelligence avec l'établissement. Et donc un projet sur un petit EHPAD ne va pas être le même projet que sur 4 services hospitaliers. Et j'avais une autre question complémentaire à celle-ci, c'est que j'ai vu qu'après votre passage sur Qui veut être mon associé, vous aviez une énorme traction avec les particuliers. Et je sais que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore adressé maintenant. Comment vous faites pour vous dire non, je peux pas me lancer maintenant, il faut d'abord que je me focus sur les établissements de santé? Est-ce que c'est pas trop dur de mettre de côté une opportunité aussi grosse que celle-ci avec les particuliers? Donc, c'est une question intéressante. On a plusieurs axes pour la développer, mais je dirais le premier, c'est juste d'être on veut réaliste. faire bien au lieu de faire vite. Ouais. Il y en a qui diraient oui, c'est dommage, foncez-y dedans. Ben oui, mais aujourd'hui c'est un produit à vocation professionnelle, donc il a un prix professionnel. Toutes les familles n'ont pas les moyens de l'avoir. Donc on fait plutôt le choix plutôt que de baisser la qualité du dispositif pour qu'il soit accessible à tout le monde et avoir quelque chose qui va se casser en 2 minutes et des familles déçues, etc. On prend plutôt la voie de se dire, bah en fait nous on démarche les maisons, les MDPH pour que le produit soit référencé, qu'il soit partiellement remboursé comme dans la prestation de compensation du handicap. On a des discussions aussi avec des mutuelles pour qu'ils soient partiellement pris en charge. Ça, c'est des démarches qui sont longues à mettre en place, mais on veut que le public puisse en bénéficier et pas qu'il en pâtisse. Là, on a eu des premiers médecins l'année dernière qui ont prescrit le dispositif pour des prestations de compensation du handicap. Donc, il y a déjà eu comme ça quelques dizaines de prescriptions comme ça. Donc, c'est en train d'évoluer. Donc en termes de chiffres, c'est à peu près combien de plaids, combien de couvertures qui sont actuellement en utilisation en France ou dans le monde? Là, on a équipé environ 300 établissements. Donc ça fait plus de 1000 soignants formés. J'ai pas compté le nombre de patients à jour, mais le calcul est facile à faire. C'est une quinzaine de résidents par unité de soins. Donc, Ah oui, en effet, c'est quand même conséquent, c'est quand même une belle réussite.
Mais derrière, qui est-ce qui construit le plaid? Est-ce que c'est vous qui le prenez, vous prenez vos petites mains, des aiguilles, et puis c'est vous qui tissez le plaid? Ou est-ce que vous avez déjà une production, une chaîne de production qui est établie? Comment ça se passe? C'est drôle l'image que tu as, mais c'est un peu ouais, ça peut être une image qui revient souvent. Non, bah évidemment pour produire plusieurs centaines de plaids par an, bah on les fait pas avec nos deux mains, ça c'est sûr. Donc moi je m'occupe à la fois de la conception, du design du produit et d'orchestrer un peu la chaîne de fabrication. En 2020, on est passé en fabrication industrielle. On a la partie textile qui est fabriquée en France, approvisionnée et fabriquée en France, et la partie électronique qui est fabriquée en Europe de l'Est. Et puis nous, finalement, on fait l'assemblage final des deux parties. Voilà. Le bureau de R&D, de toute façon, est en lien avec la partie de l'équipe sur la gestion de production. Ça permet de faire des allers-retours constants, d'améliorer souvent. Ok, bah promis, c'était la dernière question sur le produit, parce que c'est vrai que c'est passionnant, et en même temps ça me fait faire la transition avec la partie suivante, parce que vous développez une solution hardware, et c'est quelque chose qui est finalement assez rare, notamment en santé. On sait que beaucoup s'orientent vers la e-santé, et ma question c'était de savoir quel était votre plus gros challenge dans le développement d'un produit hardware en santé. Challenge à plein de niveaux, hein. Bah hardware tout court, parce que je pense que faire le pari de lancer un produit connecté, déjà un produit, ensuite un produit connecté souple, lavable, pour des personnes qui ont des symptômes comportementaux d'agressivité, donc suffisamment robustes. Donc ça, c'est tous les challenges plutôt de l'ordre du produit. Après, il y a la gestion de la production, il y a la solidité et toutes les contraintes de lavage en établissement de soins, de robustesse, encore une fois, je le dis, avec les patients agités, des soignants qui sont très occupés, il leur faut quelque chose qui est opérationnel, qui est intuitif et qui marche tout de suite, etc. Ça, c'est plus pour l'approche, enfin, l'offre. Après, bien sûr, il y a un challenge qui est financier parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont frileux à financer des startups du hardware. On dit que le marché de la Silver Eco est pas un marché. Ça, je comprends pas tout à fait. Ok, c'est étonnant, pourtant il y a des structures qui se soudent autour de la silver economy, donc c'est étonnant d'entendre cette phrase. C'est des choses qu'on vous a déjà dit Quand on voit que c'est la crise du logement et qu'il va falloir doubler le nombre d'EHPAD d'ici 20 ans, que la maladie d'Alzheimer elle est en train de monter en croissance, en puissance. Donc c'est plutôt ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais je pense qu'on a peut-être moins ici la culture du hardware, j'en sais rien. Mais du coup, financer du hardware, ça reste pas simple, que ce soit en dilutif ou en non dilutif. C'est vrai que c'est une chose qui m'étonnait énormément parce que quand tu me dis que vous équipez déjà 300 établissements, il y a 1000 praticiens qui utilisent votre solution, je me dis, bon, comment s'appelle, un investisseur, vraiment, il a tous les signaux verts. En plus, quand il voit la croissance, en effet, comme tu le dis, avec l'explosion démographique vieillissante, Alzheimer, etc., comment ça se fait qu'un investisseur, il se dit, bah non, j'y vais, et puis forcément, ça peut que fonctionner. On reste ouverte, hein, s'il y en a qui n'ont pas froid aux yeux, rejoignez-nous, hein. Non, mais je pense qu'il faut quelqu'un, peut-être un investisseur qui a lui-même été dans l'industrie. Je pense qu'il sera plus à même Oui, et quelqu'un qui soit aussi intéressé par au-delà des chiffres et de ce que l'expansion de l'entreprise peut rapporter. C'est surtout quelqu'un qui va être sensible à l'impact social qu'on peut générer, aux résultats concrets qu'on obtient sur les patients. Et j'ai envie de dire, il faudrait qu'il y ait une valorisation de l'entreprise sur son impact social, en fait. Pas juste sur sa valorisation financière. Ok, tu me fais penser à une autre question très intéressante. Est-ce que justement le fait que vous ayez une approche de designer textile industriel, vous vous êtes dit, bon, on va pas s'orienter vers le dispositif médical tout de suite, on va d'abord faire faire la solution et ensuite aller peut-être plus tard vers le dispositif médical. La chance qu'on a entre guillemets de pas avoir été éduqués peut-être comme des praticiens de santé, c'est que on n'a pas attendu que, parce qu'une solution de toute façon elle est jamais parfaite, elle est plutôt en amélioration continue, donc on n'a pas attendu que l'outil nous paraisse parfait pour le mettre en marché. On a vu qu'il y avait des besoins, des gens qu'on pouvait aider vite, donc on l'a mis sur le marché vite et on a commencé à avoir de l'impact et à commencer à les aider. Et on est en amélioration continue depuis plusieurs années.
et comme on n'était pas obligé d'avoir le dispositif médical, on a demandé à la NSM, c'était pas un frein, donc on s'est dit ok, on commence à commercialiser, on voit ce qui se passe, c'est sur le terrain, on mesure, on améliore, et en fait toutes les preuves qu'on cumule depuis ces dernières années, on les met de côté pour quand on passera le dispositif médical. D'accord, donc c'est quoi l'horizon pour passer dispositif médical? À 2 ans, ce serait très bien. On a été pas mal retardé l'année dernière, n'est-ce pas? Mais à 2 ans, ce serait très bien, et c'est aussi une des questions primordiales de la levée de fonds. Ok. On vient tout juste d'évoquer le fait que, vu que vous venez pas de la santé, vous avez foncé tout droit, vous êtes allé directement dedans. Est-ce que tu vois d'autres avantages de pas être issu de cursus santé? Je pense que du coup, peut-être on voit des choses. C'est toujours comme quelqu'un qui vient pas du même secteur, il voit des choses que la personne du domaine ne voyait plus parce qu'elle était trop dedans. Donc on a ce regard extérieur, et je pense c'est bénéfique de pas avoir les barrières. Alors moi j'ai pas de barrière hiérarchique, je veux aller parler au directeur de Trucmuche, j'y vais. Donc ça permet d'avancer parfois beaucoup plus vite qu'une hiérarchie à laquelle on a été habitué. Et comment vous y prenez pour aller contacter ces personnes, pour leur proposer la solution? Alors on les contacte pas pour leur proposer la solution, on les contacte parce qu'on pense qu'ils ont des problèmes qu'on peut les aider à résoudre. Et s'ils ont des problèmes qu'on peut les aider à résoudre et qu'on est aligné sur notre vision de comment le faire, là on construit un projet avec l'outil dedans. Nuance. On a une vision de la vente qui est très assumée, et ça c'est important. Ok. Et donc c'est quoi le futur de Maze dans les 2-3 prochaines années? Déjà avancer sur ces nouvelles études cliniques et dans le processus du dispositif médical, avancer sur, comme on disait, sur les remboursements pour répondre à toutes nos familles en liste d'attente. Et surtout décloisonner, en fait, développer ce concept-là pour aider d'autres symptômes, en fait. Parce que là, on nous dit souvent il n'y a pas besoin d'être malade pour utiliser Maze. Bien sûr, là on s'est focalisé sur les personnes les plus aiguës, mais il y a plein de maladies rares sur lesquelles on peut travailler. Il y a plein d'autres secteurs du soin sur lesquels on peut travailler. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'être sur de l'anxiété ou du mauvais sommeil au quotidien. Sur de la relaxation, sur de la prévention. Des partenariats sur des programmes de méditation qui pourraient être intéressants. Ça peut être, on l'évoquait à plusieurs reprises, ça peut être du stress au niveau des transports, ça peut être pas mal de choses. Qui peut le plus peut le moins, entre guillemets. On se focalise commencer, d'abord sur les par le symptômes les plus curseur, difficiles et c'est d'élargir après au plus grand nombre. On va commencer au curseur maximal et on va pouvoir redescendre plutôt. Est-ce que vous avez protégé votre innovation avec un brevet? Oui, il y a le brevet, il y a la marque, il y a le dépôt de dessin et modèle. Et on peut partir sur une discussion comme ça, mais se protéger, ça, c'est pas qu'un travail de brevet. D'accord, c'est une question quand même qui m'intéresse et qui, je pense, intéresse aussi beaucoup les auditeurs qui vont créer des solutions hardware. Comment ça se passe concrètement, cette protection? Sans rentrer dans les détails, évidemment, les détails confidentiels, mais comment ça se passe? Vous êtes accompagné? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur ce sujet-là qui est assez complexe, je pense? Oui, il faut se faire accompagner. Je pense qu'il faut avoir une roadmap claire de ce que tu veux faire en termes de protection, mais il faut pas être protectionniste. Non, je te parle pas de mon idée. Non, mais une idée, ça se protège pas. Donc voilà, faut pas être non plus trop fermé. C'est ça aussi. Oui, il faut prendre les bonnes précautions, mais pas s'enfermer. Faut prendre les bonnes précautions, mais pas s'enfermer, sinon c'est stérile et tu te développes pas. Mais pas aussi se bloquer, par exemple, ne pas sortir son produit jusqu'à ce que tu aies tel brevet, tel dépôt. En fait, il faut avancer. Tu mets les choses en place en cours de chemin, en fait. En fait, il faut voir que se protéger, c'est pas que juridique, c'est finalement que si t'es le premier sur le marché et que t'es le meilleur, c'est une façon aussi de te protéger, puisque t'es là avant. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant comme point de vue, parce que c'est vrai que dans la santé, comme tu disais tout à l'heure, il y a un peu ce côté formaté, où on va aller déposer le brevet, on va attendre, etc. Et c'est très intéressant ce que tu dis là, que finalement le fait d'être le premier sur le marché, d'être le premier connu, c'est une forme de protection. Et il y a d'autres. Moi, je parlais avec un de nos partenaires qui a dirigé un grand hôpital, et il me disait se protéger. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Encore une fois, c'est pas que juridique, mais c'est avoir aussi des labels. Un concurrent chinois qui veut copier ta solution techniquement, en fait, il aura pas ces labels-là, parce que c'est ton travail d'étude, de cumul de résultats. Ta relation client, elle est pas copiable. La confiance qu'ont les gens envers toi, moi mes clients qui m'appellent parce qu'ils sont pas rassurés, qu'ils peuvent me faire confiance, etc. Ça c'est quelque chose qui est pas copiable.
Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant comme sujet parce que surtout sur le hardware, je pense que beaucoup de personnes ne se posent pas la question quand ils font de la e-santé, mais sur le hardware particulièrement, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Ok, bah donc on arrive vers la fin de l'interview. Une petite question, parce que tu disais que toi tu n'hésitais pas à foncer, à aller directement vers les directeurs d'hôpital, etc. Est-ce que vous avez un conseil pour sortir de sa zone de confort et foncer vers ses clients, vers ses patients, vers ses utilisateurs? Bah tout, mais je pense que le contact direct, c'est le plus fort. Et ce sera jamais parfait. Ton produit sera jamais parfait, mais ton engagement, lui, il est plein, quoi. Ok, et moi je suis spontanée. Ok, j'ai vu que vous aviez tel et tel symptôme. Nous, on a fait ce travail-là et on s'est apaisé telle et telle chose. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'aider, ou en tout cas il peut y avoir des bonnes synergies. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Comment tu t'y prends? Je veux dire, comment tu t'y prends pour les contacter? Téléphone, LinkedIn. C'est plutôt une bonne discussion et c'est plutôt la conviction que tu peux aider. Pour moi, c'est comme ça que je contacte les gens et c'est véridique en fait. C'est une question de posture en fait. C'est pas voir de la prospection comme de la prospection, mais c'est de voir qui j'ai envie d'aider en fait. Moi, quand je cherche les nouvelles personnes que je vais aller rencontrer, je regarde leur site, je regarde leur secteur. Ah, il y a telle pathologie, il y a tel symptôme, mais ça, on sait l'apaiser. Je pense qu'on peut faire un truc ensemble, il faut qu'on les appelle. Ouais, oui, vous êtes donc dans la personnalisation. C'est vrai que ce qui change un peu de beaucoup de personnes qui vont aller faire de la prospection de masse, non personnalisée, etc. Donc, vous conseillerez vraiment d'aller vers de la personnalisation, de bien connaître sa cible, bien connaître son client avant de lui proposer quelque chose. Oui, mais encore une fois, je pense que t'es jamais prêt, donc faut commencer à parler aussi avec les gens, à parler avec les personnes pour qui tu fais ton produit ou ton service. Et en fait, tu vas engranger de l'expertise, de l'expérience, de la connaissance à force de parler avec eux. Donc, moi, je dirais que c'est se lancer et c'est à force de toutes les conversations qu'on a eues avec tous les professionnels de santé qu'on a. Je sais pas si ça répond tu vois ce que je veux dire? Si, complètement. C'est que, oui, finalement, c'est petit à petit aussi, tu montes en compétence dans ton approche avec tes clients et tes utilisateurs et tes... Vaut mieux avoir beaucoup de rendez-vous, beaucoup de conversations, et du coup, à force, tu vas connaître très 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 bien le problème de la personne à qui tu t'adresses. Bah après, ça va se faire naturellement. Oui, en fait, la vente, les connaissances, elles s'accumulent. elles Alors s'accumulent que au fil du temps. il faut pas penser que tu auras prévu tout ton rendez-vous en avance et que tu auras toute la connaissance en l'ayant acquis juste de ton côté. Voilà. C'est ça, c'est faut se jeter à l'eau et chaque rendez-vous amène de la connaissance qui te fait mûrir et qui te fait mieux comprendre et qui te fait avancer. Le conseil, c'est de pas trop réfléchir, c'est de démarrer, quoi. Ok, bah ça, je vais noter ça du coup. Je vais le noter en phrase de fin. Pas trop réfléchir et démarrer. La dernière question, du coup, je sais pas si vous avez eu le temps d'y penser pendant l'échange. Est-ce que vous avez quelqu'un qui est un aventurier, un explorateur qui peut vous inspirer dans la vie de tous les jours? Ce qui nous motive, c'est les patients. Et ben c'est une très très bonne réponse aussi. Non, mais c'est vraiment d'être sur le terrain et tu commences une séance et tu vois que la personne, elle va mieux comme elle a jamais été. Mais sans blague. Et tu vois les équipes soignantes qui sont là. Mais comment vous avez fait, Madame Bohème? Il est pas comme ça d'habitude. Moi, je vous assure, on a tout essayé. Hein. C'est vrai que ça doit être incroyable de voir de façon concrète que ce que tu fais, ça sert à quelque chose. C'est ça, en fait, hein, tout simplement. C'est pas une personne, c'est toutes ces personnes. Ouais. Bah franchement, je trouve que c'est parfait comme mot de conclusion. C'est peut-être encore mieux qu'un aventurier ou un explorateur unique, parce que c'est la somme de tous ces retours, de toutes ces personnalités qui vous stimulent tous les jours, donc je trouve ça vraiment beau. Et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On arrive sur la fin de cet épisode. Donc merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress, et au plaisir de suivre vos aventures. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadette Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.